Après ce documentaire, nous allons maintenant élargir le débat pour voir justement si le France n'est pas le symbole d'un certain déclin industriel de la France, avec nos invités. Elie Cohen, économiste, professeur à Sciences Po et membre du Conseil d'analyse économique. Martial Bourquin, sénateur PS des Bouches-du-Rhône en charge de l'industrie pour le PS. Vous êtes aussi vice-président de la Commission de l'économie et du développement durable. Isabelle Bourgeois, vous êtes chercheuse au Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine et auteur de PME allemande, la clé de la performance. Et puis enfin, Antoine Reverchon, vous êtes rédacteur en chef du supplément Le Monde Économie. Bonsoir à tous et merci vraiment d'être avec nous. Première question justement, est-ce que d'après vous, le France, l'histoire du France, est le symbole aussi du déclin de l'industrie française ? Oui, certainement. D'abord, du point de vue de la période, il faut savoir que la France, entre 79 et 85, va connaître sa période de désindustrialisation la plus massive. La France va perdre à peu près un tiers de son emploi industriel entre 79 et 85. Ce qui est énorme. C'est le moment où s'écroulent vraiment des grands châteaux de l'industrie française, Creusot-Loire, les chantiers navals, la machine-outil, la mécanique lourde, les machines à bois, les machines spécialisées. Il y a dans cette période 79-85 véritablement un effondrement de pans entiers de l'industrie. Est-ce que ça nous a servi d'alerte justement? Est-ce qu'on a compris ce qui était en train de se passer avec un symbole comme le France ou un peu plus tard? Pas véritablement, puisqu'on a continué à vouloir nourrir des filières industrielles qui étaient de moins en moins compétitives par rapport à ce qui se passait dans des pays étrangers émergents. On a soutenu à bout de bras pendant très longtemps des secteurs qui n'avaient plus de modèle économique viable, et on n'a pas anticipé sur ce qui pouvait se passer après, sur l'étape d'après. Alors justement, quels sont aujourd'hui les fleurons de l'industrie française qui ont succédé aux France, mais j'allais dire cette fois avec un avenir plus glorieux? Je pense que à partir de cette période, il y a eu une idéologie, j'appelle ça une idéologie, qui s'appelle la société post-industrielle, qui s'est mise en place, nous faisant croire qu'une société de services viendrait prendre la place de l'industrie. Et c'est pas possible. Et non, c'est pas possible, mais en plus, la dernière crise financière qui est intervenue nous a fait revenir à l'économie réelle. Il faut que la France reste un pôle de production, un pays de production. Alors quand je dis production, c'est aussi bien l'agriculture, les services que l'industrie. Et là, on pensait que la modernité n'était plus l'industrie. L'industrie était un peu polluante, les métiers étaient déconsidérés, le travail manuel était déconsidéré. Oui. Et oui, et là, cette idéologie s'est mise en place, elle a fait beaucoup de dégâts. En même temps, votre question, vous répondre directement, les gouvernements se sont attachés à suivre la politique des grands groupes du CAC 40, y compris dans l'industrie, lorsqu'ils étaient efficients. Et là, il y a eu certainement une erreur stratégique. C'est de faire en sorte que, bien sûr, il fallait parier sur ces grands groupes, mais il faut aussi parier sur ces PME, TPE, qui sont parfois très innovantes, qui sont peut-être les grands groupes de demain. Et il n'y a pas eu de discernement et surtout une politique suffisamment équilibrée pour aujourd'hui avoir les résultats de l'Allemagne ou de l'Italie. Parce que souvent on voit l'Allemagne, j'ai visité des districts italiens, il y a des choses très intéressantes qui se font. Alors on va justement en parler avec vous, Isabelle Bourgeois, parce que là on parle de la France. Et au moment où il y a eu cette désindustrialisation massive en France, c'était pas du tout le cas en Allemagne. Il y a eu une politique tout à fait différente. Pas tout à fait. Il y a eu en Allemagne aussi une perte d'emplois industriels dans les branches classiques, dans les vieilles industries, disons, dans la vieille production. Mais à côté de ça, il y avait autre chose qui s'est mis en place. Et il y a eu une mutation qui s'est opérée et qui n'a pas été prise en compte par les statistiques tout de suite. Et qui a fait que les entreprises industrielles ont externalisé de plus en plus de services liés à la production, ce qui fait que vous avez vu croître, à côté de la production à proprement parler, un secteur de services liés à l'industrie, qui complète en fait la chaîne de création de valeur. Donc c'est une industrie qu'il faut voir un petit peu comme couvrant l'ensemble de la chaîne de création de valeur en Allemagne. C'est ça, vous voulez dire qu'il y a d'un côté les industries, puis les services qui vont autour des industries, qui va avec, toute la chaîne est là. Y compris en taille d'entreprise. Vous pouvez avoir des grandes entreprises, mais derrière vous avez toute une grappe. Le mot à la mode, la grappe dans les clusters, une grappe d'entreprises de toute petite taille, taille moyenne, qui sont elles championnes
du monde ou d'Europe dans un petit secteur. Ça peut être une vis, ça peut être un procédé pour... Or, ce sont ces aspects-là qu'on a négligés en France. Ces petites choses qui font que la machine marche. Et que ça n'est fabriqué que là, et donc on va obligatoirement se fournir chez cet industriel-là qui est en Allemagne. C'est souvent du haut de gamme d'ailleurs, ou en tout cas de la précision. Voilà, et cette entreprise-là, elle fait du petit, disons, mais ce petit est en permanence adapté à la demande évolutive du client. C'est-à-dire on reste toujours en contact avec le client pour savoir si on ne peut pas faire mieux encore. Et souvent les idées jaillissent très à l'écoute, quoi. Très à l'écoute, absolument. Alors on va parler de ça, on va voir de quoi on peut s'inspirer justement en Allemagne. Mais je voudrais continuer dans le diagnostic que vous faites de l'économie française, les uns et les autres. Vous disiez tout à l'heure, Martial Bourquin, c'est très intéressant, on s'est trop focalisé sur les gros. Or, parfois on rate des gros contrats. On en a raté, là dernièrement par exemple avec le TGV. Et à côté de ça, on n'a pas des moyens ou des petits contrats. Alors, lorsqu'on a fait cette mission pendant 1 an sur l'industrie, on a reçu, y compris les grands donneurs d'ordre, lorsqu'il y a des politiques voulant à se mettre en place sur les marchés émergents, tels que l'Asie, il y a eu des erreurs, des fois assez catastrophiques, des grands groupes. C'est-à-dire de payer très cher l'installation sur les marchés émergents, y compris avec des transferts de technologie qui étaient donnés. C'est ça. Et si bien qu'on voit des produits qui sont quasiment des copies conformes des nôtres et qui viennent nous prendre des marchés par la suite. Vous pensez à quoi exactement? On a pensé au TGV, on a pensé... et lorsqu'on a reçu Alstom, ils ont dit il y a des choses qu'on ne fera plus. Et ils ont raison, il faut être pris, j'espère qu'on est chat échaudé, crâne froid. Et, vous diriez heureusement. Heureusement. Mais je pense que ce que disait madame est très juste. C'est-à-dire la priorité des priorités, c'est d'insuffler de l'innovation et de l'investissement dans toute l'économie française, dans toutes les entreprises. Et s'il doit y avoir des politiques publiques, c'est d'aider à la mise en place de ces écosystèmes industriels où l'enseignement supérieur, où les fondations, où les entreprises, le crédit, les décideurs économiques, mais aussi les décideurs locaux sont ensemble et pensent l'économie sur les territoires. Alors on va parler évidemment un peu plus tard dans l'émission des solutions que vous proposez et de ce que vous envisagez justement pour réindustrialiser la France. Mais on continue sur le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas justement aujourd'hui des problèmes assez importants aussi avec d'autres fleurons? Moi je pense au Rafale, je pense au TGV, vous en parliez. Oui, absolument, parce qu'on est l'héritier dans ce système, et d'où les difficultés d'exportation, des politiques de grands plans de construction de filières industrielles, avec effectivement quelques grands champions nationaux, et en cascade derrière des sous-traitants qui sont entièrement dévoués au service de cette filière et de ce donneur d'ordre. Donc à partir du moment où ce donneur d'ordre, pour des raisons X ou Y, et on va y venir, ces raisons X ou Y, a des difficultés sur un marché, c'est tout l'ensemble de la filière qui est impacté, et en plus les chiffres de la balance commerciale s'effondrent, puisque une énorme partie du commerce extérieur français est constituée par ces grands contrats. Il y a une statistique d'ailleurs que produisait le ministère des Finances chaque trimestre sur la nature, le nombre et le montant de ces grands contrats. Et brutalement, cette série statistique qui est toujours disponible à l'intérieur du ministère n'est plus disponible à l'extérieur du ministère. Comme c'est étrange depuis les chiffres de 2007. Donc les derniers chiffres qu'on a sont ceux de 2007. Et depuis, on n'a plus rien, du moins en tout cas officiellement et directement. Donc ce document est absolument passionnant parce qu'on voit toute la structure et l'impact et l'importance de ces grands contrats, l'importance de ces filières. Et donc dès qu'il y a un problème dû au fait que l'offre de ces grands champions nationaux ne correspondent plus au marché mondial, il y a de la demande du marché mondial, en particulier des pays émergents, quand ils se plantent, ça fait s'effondrer tout le système derrière. Élie Cohen, pourquoi on se plante justement sur ces gros contrats? C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que le TGV était le roi sur terre, entre guillemets, que c'était le plus beau train du monde, qu'on allait le vendre partout. Là, on vient de se faire devancer par une modeste compagnie ferroviaire espagnole qui a remporté un appel d'offres en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus capable de s'adapter au marché. Les entreprises, enfin les industries, les grosses industries françaises ne savent pas, ne savent plus s'adapter. Il faut bien voir, comme ça a été dit, que le génie national, c'était les grands programmes, les grands projets, avec des objets technologiques sophistiqués, offrant les meilleures garanties. Et bien entendu, dans ce domaine-là, le prix n'était pas très important. Le meilleur exemple, c'est la tentative de vente d'EPR à Abu Dhabi. On est venu avec nos EPR en étant absolument persuadés qu'on avait eu la meilleure technologie, la plus fiable, présentée par le pays qui avait la plus grande expérience dans le domaine du nucléaire et qui était capable... Donc c'était pour nous, quoi. Voilà. C'était sûr. On était capable d'offrir non seulement le produit technologique, mais le service et même
la régulation et le contrôle étatique. Et puis, on avait face à nous des gens d'Abu Dhabi qui disaient, mais à la fin, quel va être le coût du kilowatt d'électricité produit par cet ensemble? C'est une bonne question en même temps. Bonne question. Et puis, ils ont comparé ce prix à ce qu'offraient les Coréens. Et ils ont découvert que c'était moitié moins cher. Donc ils ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de revoir votre offre. Et les Français ont dit, mais attendez, les Coréens n'offrent que des centrales nucléaires de deuxième génération. Et alors? Et donc moins fiable que ce que nous vous apportons, moins sûr, moins garanti. Nous, l'EPR, ça permet de résister à un 747 qui tombe, à un tremblement de terre, etc. Mais les gens d'Abu Dhabi nous ont dit, mais vos centrales nucléaires actuellement en France, les 58 qui tournent, elles sont de quelle technologie? Elles étaient d'une technologie de deuxième génération. Donc vous voyez, il y a une espèce de contradiction. Oui, mais ça veut dire qu'on est quoi, autistes? Que les industriels français sont autistes, qui ne comprennent pas que les marchés ont changé, que les clients ont changé, qu'il y a une vraie concurrence mondiale? Eh bien là, dans le cas d'espèces, ce qui était clair, c'est que une technologie définie pour servir le marché national sur la base de critères de sécurité nationaux, l'EPR, et qui comportait ce qu'il y avait de mieux en matière de sécurité, pensé et par les Allemands et par les Français, et qui était adapté à la demande française et allemande, n'était pas adapté à la demande des pays émergents. Et les Français n'ont pas voulu faire une offre avec un produit, entre guillemets, dégradé, par rapport à leurs normes de sécurité, ce que les Coréens, ce que les Japonais et ce que les Chinois demain seront tout à fait prêts à faire. Résultat, et c'est la même chose pour le Rafale. Qu'est-ce que c'est que le Rafale? Le Rafale est un avion qui a été spécifié parfaitement pour les demandes de l'armée française. Et c'est même un compromis entre les demandes de la marine et les demandes de l'armée de l'air. Et ce produit surspécifié ne correspond pas aux besoins de la plupart des pays. Oui, trop cher, pas assez simple. Trop cher, pas adapté, ne remplissant pas des fonctions et des missions que d'autres avions moins chers sont capables de répondre. Donc voilà. Isabelle Bourgeois. Oui, j'ai l'impression qu'on a un petit train de retard, ou TGV de retard, si vous voulez, sur la globalisation ou l'approche de ce que cela signifie. Parce qu'on continue, dans un monde qui a totalement changé, où les circuits ont totalement changé, à concevoir un produit, à fabriquer ce produit et ensuite à essayer de le vendre. En gros, on pourrait résumer de manière un peu caricaturale l'industrie française à cela. Or, ça n'est pas du tout comme ça qu'on se positionne sur le marché globalisé. Il faut aller voir le client d'abord, lui demander ce dont il a envie. Qui, lui, absolument obéit à une logique totalement différente. C'est plus la linéarité d'antan, produit puis ensuite jusqu'à la vente, mais par différentes étapes. Or, c'est là que la différence peut-être aussi avec les Japonais, les Coréens et les Allemands, c'est que on va identifier un besoin. Et en fonction, une niche, quoi, quasiment. Une niche, ou ça peut être une grosse niche. Oui, oui, oui. En fonction ça dépend du besoin dont on a pris la mesure, on va ensuite créer toute la chaîne en amont, le développement jusqu'à l'acheminement éventuellement. Oui, vous êtes en train de dire que par exemple, c'est une logique totalement inverse. Elle est très malléable, elle est prête à s'adapter à la demande, alors que l'industrie française, mais quoi, on est arrogant, alors c'est ce que vous êtes en train de dire, on est persuadé qu'on fait le plus beau produit du monde et on vit dans le village d'Astérix. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chose. Vous savez que c'est une image qu'à l'étranger on utilise très souvent. On véhicule toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au milieu des années 70, on a mis en place un modèle industriel qui a remarquablement marché. Oui. Et ce modèle industriel était basé sur l'articulation de la commande publique, de la recherche publique, de grands projets d'équipements nationaux, de champions nationaux, et pour servir le tout d'une élite formés dans les mêmes écoles et qui circulaient dans les différents pôles et qui assuraient l'unité de commandement, l'unité de conception et l'unité de réalisation. Ça a donné nos grands succès, le TGV, le central temporel dans le domaine des télécommunications. Et ça a très bien marché. Mais comment est-ce qu'on n'a pas pu comprendre que ça ne marcherait pas de la éternelle? C'est qu'on n'a pas été capable de changer le modèle. Voilà, c'est ça. En Corée, justement, c'est exactement le même modèle. Sauf qu'ils ont changé. En Allemagne d'avant, d'une époque plus lointaine, des Konzern, c'était ça. Donc les grands systèmes de monopole à plusieurs métiers de grandes filières, c'est pas spécifiquement français. Peut-être la différence, c'est que nous, on l'a conservé, qu'on n'a pas démantelé un certain nombre ou bien l'histoire n'a pas démantelé en tout cas un certain nombre de ces fonctionnements, ce qui fait qu'on en est resté à cet héritage-là et qu'on l'a reconstitué à chaque fois qu'on a pu. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, pour deux raisons, si vous permettez. La première, c'est que vous avez raison, les Allemands avaient ce modèle, mais avant
avant la guerre. Oui. Et leur C'est chance... pas la même Allemagne. Hein. C'est pas la Rien même à voir. Allemagne. Rien à voir. Et leur chance, c'est que ça a été démantelé après la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire, nous, notre grand succès, si vous voulez, de fait, ça a ils ont été de bien bâtir, été... après la Deuxième Guerre mondiale, ce modèle industriel très intégré autour des grands programmes et des grands projets. Si vous le voulez bien, je pense que vous avez raison d'aborder la gouvernance. C'est une question clé, aussi bien en politique qu'en économie. Et je pense profondément que aujourd'hui, ce système-là a fonctionné, a rendu des services et a eu des succès. Aujourd'hui, on est à l'heure des territoires. Il faut humer le marché, comme disait un économiste célèbre. Et pour humer le marché, il faut laisser de la place à d'autres entreprises, à des entreprises innovantes qui peuvent à un moment donné l'humer justement différemment. Et surtout, faire en sorte qu'on ait une organisation territoriale qui correspond justement à cette nouvelle ère économique. Alors vous êtes en train de nous dire qu'il faut passer vraiment de la décision au plus haut à peut-être des décisions qui sont prises au plus près du marché, au plus près des clients. Et des territoires. Et des territoires, et y compris par des gens qui ne sont pas des énarques, quoi. C'est ce que vous êtes en train de dire aussi. Faisons attention, parce que tout à l'heure, il y a des beaux succès aussi. Je suis gêné. Moi, j'ai un grand groupe. Je ne suis pas des Bouches-du-Rhône, je suis du Doubs. Ah, pardonnez-moi, on m'a dit des Bouches-du-Rhône, je suis désolée. PSA, malgré les plans de licenciement qui sont intervenus, je regrette profondément, a des beaux succès concernant 3008, 5008. Mais ce que je regrette profondément, c'est qu'il n'y ait pas à côté de ces grands groupes des entreprises moyennes et petites parfois. J'ai visité le Bade-Wurtemberg dans la mission sur l'industrie. Il y a un ministre du Land qui nous dit, vous voyez, cette entreprise de 7 salariés, c'est une future grande. Il faut qu'on la bichonne, cette entreprise. On la chouchoute. Et là, j'ai été surpris de voir une politique de filière en route, avec la banque d'investissement qui était là, avec une recherche et développement qui est omniprésente, insufflée sur tout le territoire, mais surtout des... Et vous voulez dire qu'elles se sentent épaulées aussi, ces entreprises? Épaulées, parce que aujourd'hui, vous demandez à une PME-TPE de se payer un cadre, un chercheur, elle ne peut pas le faire. Parce que souvent, quand elle a fait ses payes à partir du 15 du mois, ils commencent à avoir peur pour savoir s'ils les feront le mois d'après. Ils ont mis en place des fondations publiques-privées et ils peuvent s'acheter des brevets et les mettre en œuvre, avec l'appui de la banque d'investissement. Il faut mettre ces écosystèmes industriels en place. Et je crois que c'est la solution pour justement avoir, plutôt que d'avoir des grands pôles, des grandes stratégies extrêmement lourdes, d'avoir quelque chose de plus diversifié qui touche à l'ensemble du marché. Expliquez-nous justement, Madame Bourgeois, comment ça fonctionne en Allemagne. Il y a beaucoup, dites-nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de PME familiales, en tout cas historiquement familiales. D'abord, je vais être obligée de vous décevoir un tout petit peu dans l'approche. Oui, c'est la bonne approche, je pense aussi en France, mais la flèche n'est pas dans le bon sens, la flèche que vous avez mise. C'est-à-dire, ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont innover, ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont chercher via leurs organisations, et elles sont extrêmement puissantes, à s'améliorer, à devenir plus compétitives, plus performantes. Les pouvoirs publics se contentent de créer un cadre favorable à l'activité, de mettre éventuellement des moyens à disposition, et c'est tout. Ils n'interfèrent absolument pas dans le processus. Qu'est-ce qui fait justement alors que ce tissu fonctionne si bien et que dans la recherche d'un nouveau marché, ça fonctionne? C'est parce que les industries entre elles sont extrêmement ou novatrices ou à la recherche des clients. Qu'est-ce qui fait qu'elles réussissent mieux qu'une entreprise française dans la recherche de clients de niche? Il y a toute une série de facteurs. D'abord, l'industrie est partout. Les PME sont partout. Elle constitue 99,7%, j'ai plaisir à citer ce chiffre-là, de toutes les entreprises. C'est-à-dire que les grands groupes, les grands noms qu'on connaît de l'industrie allemande, c'est 0,3%. C'est peanuts, en fait, en réalité, en termes d'image un peu moins. Ces entreprises-là, elles sont partout, elles sont, ce qui les distingue souvent des TPE ou des PME françaises, elles sont autonomes. Elles sont autonomes au plan commercial et au plan statutaire aussi. Et la plupart du temps, presque toutes appartiennent à la famille fondatrice. C'est-à-dire qu'elles sont créées dans une logique de faire fructifier le patrimoine collectivement et de la transmettre. Vous voulez dire que c'est pas du tout ce qui se passe en France? C'est pas du coût avec un P, c'est pas sur le court terme, c'est orienté long terme, de manière à pouvoir transmettre aux générations suivantes et de manière à préserver l'outil travail pour les salariés. Et ces entreprises, à partir du moment où l'idée de faire fructifier un patrimoine familial, on n'est plus du tout dans la même logique par rapport aux entreprises françaises. On est beaucoup plus sur du long terme, on s'installe et on met en place des structures qui vont pouvoir durer sur 1, 2, 3 générations. Absolument, d'ailleurs c'est garanti par la Constitution.
C'est un droit fondamental. Oui. Ses propriétés obligent, l'article 14, donc la catégorie des droits fondamentaux, comme la liberté d'expression. J'ai du patrimoine, j'utilise ce patrimoine pour créer une entreprise. À partir de ce moment-là, je contracte avec la collectivité, c'est-à-dire que je dois tout faire pour que mon entreprise fleurisse. Mais les salariés que j'embauche contractent aussi. Oui. Et ils doivent, eux, faire tout pour que l'entreprise fleurisse aussi, de manière à ce qu'elle puisse se développer. Et de manière à ce que, bien sûr, ils soient bien payés, mais aussi à ce qu'elle se développe, qu'elle puisse embaucher plus, qu'elle puisse être encore plus performante. Ouais, donc ce que vous nous décrivez, c'est un monde de l'entreprise rêvée. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire... C'est une vision dynamique et non pas statique. Il faut regarder ce qui se Le problème passe. français, c'est statique. Il faut regarder ce qui se passe en France en ayant en tête ce qui se passe en Allemagne. Est-ce que nous sommes mauvais en création d'entreprises? La réponse est non. On crée autant de nouvelles entreprises. Est-ce qu'on est mauvais en taux de survie des entreprises créées à 3 ans, 5 ans? Non. On est dans la même situation que les Allemands, les Italiens. Est-ce qu'on arrive à faire grossir nos petites entreprises? Non. Ah. Pourquoi on n'arrive pas à faire grossir nos entreprises? Pour plusieurs raisons. La première d'abord, c'est que souvent les PME qui réussissent sont rapidement rachetées par des grands groupes. Oui. Il y a une mécanique de digestion, comme si la seule voie de réussite réelle passait par la grande entreprise. Mais alors, de fait, vous êtes en train de nous dire que dès qu'elles sont rachetées par un grand groupe, elles se dissolvent dans le grand groupe. Un peu. C'est un peu ça. Elles réussissent plus ou moins bien, Ouais. et souvent pas très bien. Et puis surtout, lorsqu'elles restent indépendantes, alors elles sont prises dans la trappe des PME françaises. Or, les PME françaises ont un profil très caractéristique. J'ai fait une étude avec mes amis comparant les entreprises allemandes et les entreprises françaises par taille. Au niveau des grandes entreprises, les entreprises françaises et allemandes investissent à peu près pareil, font les mêmes efforts de R&D et font les mêmes efforts en matière de nouvelles recherche et développement et investissent autant dans les nouvelles technologies, etc. Par contre, plus la taille des entreprises baisse et plus vous constatez que les entreprises françaises investissent moins, font moins de recherche et développement, exportent moins Vous dites qu'elles sont et dans la font moins de survie, quoi, un productivité. Donc elles sont progressivement étouffées. Et pourquoi? Eh bien la réponse est très simple. La rentabilité des entreprises françaises, surtout des petites, est bien plus faible que la rentabilité des entreprises allemandes. Pourquoi? Ça se mesure au niveau de l'excédent brut d'exploitation. Oui. Vous remarquez un écart Mais c'est quoi, c'est considérable. l'impôt qui Alors fait ça, qu'est-ce ou- qui se passe? Il faut regarder les différents postes, les coûts, et notamment les coûts salariaux et notamment les charges sociales, les impôts. J'ai découvert moi récemment qu'il y avait toute une série d'impôts qui pesaient sur le cycle de production, c'est-à-dire que les entreprises payaient, qu'elles soient bénéficiaires ou pas. À la différence de l'Allemagne où, par exemple, la taxe professionnelle est payée au niveau des bénéfices. Ouais, mais alors, Et donc, vous constatez que les entreprises allemandes ont un taux d'autofinancement de 140% alors qu'il n'est que 70% en France. Vous constatez que leur excédent brut d'exploitation est supérieur de 35% par rapport à l'excédent brut d'exploitation des entreprises françaises. C'est-à-dire que quand vous avez des entreprises faibles à la rentabilité faible, elles ne peuvent pas se développer, elles ne peuvent pas investir, elles ne peuvent pas grandir. Oui, mais c'est pas très rassurant ce que vous êtes en train de dire, parce que là, on a l'impression que de fait, les entreprises françaises, elles sont un peu condamnées, elles sont plombées, quoi. C'est le débat que nous avons en ce moment sur la compétitivité des entreprises françaises. J'ai beaucoup aimé votre analyse de l'ethnologie industrielle allemande. Simplement, on dit exactement la même chose. Il faut mettre un cadre, un écosystème, et après l'entreprise travaille dans ce cadre. Il n'existe pas en France. Mais deuxième chose, on aurait tort de sous-estimer les rapports qu'ont les grands donneurs d'ordre avec les petites et moyennes entreprises de second et troisième rang. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, donneurs d'ordre, c'est que vous avez des fournisseurs. Ouais. Et depuis un certain temps, des grandes entreprises françaises, notamment avant la crise, allaient sur le net. On appelait ça le global sourcing. Ouais. Et ils allaient chercher des pièces qui étaient fabriquées historiquement dans les territoires. Et ils en trouvaient des moins chères. Et on a mis en grave difficulté certains fournisseurs qui ont disparu. Il y a eu un choc un jour. C'est quand des C4 étaient restés à Aulnay sur le parking. Oui, je m'en souviens parce que très bien. le fournisseur de ces pièces-là n'existait plus. Ouais. Des grands groupes se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas aller trop loin dans cette direction-là. Et là, en Allemagne, j'ai visité l'entreprise Bosch, qui avait deux dossiers devant elle. On leur parlait des coûts, du durée de temps de travail et tout ça. Ils ont pris les deux dossiers, ils ont dit entreprise française, entreprise allemande, à peu près équivalentes. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez, M. Cohen, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça veut dire, dans l'industrie, c'est à peu près pareil. Cependant, effectivement, avec la politique d'austérité qu'a menée l'Allemagne, ils ont baissé. Il y a eu une tendance à la baisse assez sensible. Mais ensuite, ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils ont une collaboration
avec leurs fournisseurs, avec les petits. Ils ont des politiques de filière qui n'existent pas chez nous. Oui, ce que disait Mme Bourgeois, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une entreprise, mais il y a une chaîne qui viennent de l'entreprise même et de tout le effectivement, réseau de partenariats avec les chambres de commerce qui font vraiment remarquablement leur travail et surtout les fédérations Alors, on va professionnelles arrêter de qui dire sont que une les source Allemands d'infos. font des choses formidables et les Français sont absolument nuls. Dites-nous, monsieur Reverso. On peut. Si vous voulez, il y a une réalité quand même de l'industrie allemande, c'est qu'elle sous-traite énormément dans les pays périphériques et que c'est le Made in Germany est assemblé en Allemagne, où il y a des pièces rajoutées en Allemagne, mais l'essentiel de la production dans les grandes industries, se fait en Slovaquie, en Pologne, dans les pays périphériques, avec un coût de main-d'œuvre très, très bas. Il y a quand même un système qui permet d'abaisser fortement le coût au départ et ensuite de rajouter. Il y a une partie de la production qui est délocalisée. Là, c'est une idée qui circule en France, mais qui est un petit peu datée. C'est-à-dire que ça a été le cas au début des années 90, tout au début, quand il y avait encore ce fort différentiel salarial avec les PICO, les pays est-européens. Or, depuis, les normes salariales des pays est-européens sont pratiquement au même niveau sauf que vous disiez vous-même au début de ce débat qu'il y a une qualification. partie de la production qui est quand même délocalisée dans les pays voisins, vous le disiez. Non, j'ai pas dit ça, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il faudrait voir tout ce que l'Allemagne importe, parce qu'elle importe autant qu'elle exporte, qu'elle importe, et qui entre dans la production. Et elle apporte beaucoup de France aussi pour sa production. Donc finalement, c'est un positionnement qui est basé sur les échanges. Il ne faudrait pas le limiter. La localisation dans les pays est-européens... Est-ce que la délocalisation est forcément une mauvaise chose? Pourquoi est-ce qu'une entreprise allemande délocalise quand elle ouvre une filiale ou une succursale à l'étranger, hors des frontières? La première étape, c'est de s'assurer la matière première pour sa production. C'est pas du tout de fabriquer sur place, c'est d'importer la matière première. La deuxième étape, ça va être de produire éventuellement quelque chose sur mesure pour le marché du pays où elle a ouvert cette filiale. C'est-à-dire, on va abonder un marché bien spécifique et non pas produire quelque chose en Allemagne ou en France pour ensuite le réimporter et le revendre dans le monde. Et une fois qu'elle a fait ça, qu'elle a bien stabilisé son activité, à ce moment-là, elle peut créer une nouvelle entreprise, racheter une entreprise française, etc. Donc, si vous voulez, la logique, c'est de croître en dehors du territoire aussi, mais toujours sur une base d'échange. C'est ça qui est important. Un mot d'Eli Cohen et ensuite... Pour bien comprendre la différence entre la France et l'Allemagne sur cette question des délocalisations, il y a un très bon exemple, c'est l'automobile. Si vous regardez ce qui s'est fait sur l'automobile, l'Allemagne a pris sa chaîne de valeur et elle a sectionné sa chaîne de valeur et elle a décidé de faire fabriquer tel ou tel morceau de sa chaîne de valeur dans les pays voisins. C'est pas l'Allemagne qui a décidé, là, il faut le dire. Les entreprises, c'est tout à fait différent et dans le débat France-Allemagne, c'est très important. Je voulais être rapide. Parfois on est jacobin, y compris dans nos cerveaux. Je serai plus long alors à partir de maintenant. Donc, allez-y. Donc les entreprises allemandes ont délocalisé certains fragments de la chaîne de la valeur. Mais au total, comme ça a été dit, ils réassemblaient en France, ils réassemblaient en Allemagne. Et au total, la moitié du contenu de la production allemande et de la valeur allemande est fabriquée en Allemagne. De la valeur, la moitié. La moitié. Si vous regardez maintenant en France, ce qui s'est passé, si vous prenez le cas de Renault, sur les dernières années en particulier, eh bien c'est un exemple rigoureusement opposé. Renault n'a rien construit en France comme usine nouvelle. Toutes les usines nouvelles ont été faites dans les pays, en Roumanie, etc., en Pologne. Et la France a au contraire voulu conserver tout ce qu'elle faisait en France, notamment dans la production de voitures haut de gamme. Et comme en même temps le secteur du haut de gamme s'est effondré, ses capacités de production ont été utilisées à moitié, ce qui fait que Renault, au cours des 5 dernières années, a divisé par 2 la valeur de ce qu'elle produisait sur le territoire national. En Allemagne, pendant la même époque, les emplois ont cru de 30%. En France, ils ont été divisés par 2. Bon, écoutez, on va pas se désespérer tout au long de ce débat. Excusez-moi, c'est aussi parce que dans la filière allemande automobile, au moment de la crise 2008, 2009, 2010, les emplois ont été supprimés en Slovaquie. Oui.
mais ils n'ont pas été supprimés en Allemagne parce qu'effectivement, il y a eu un accord qui a permis de maintenir en emploi les personnes qui étaient là en chômage partiel. Voilà. Effectivement. Mais les emplois qui ont été perdus dans l'industrie, dans la filière industrielle, ils ont été perdus ailleurs quand même. Moi, je vous propose qu'on ne se désespère pas pendant tout ce débat, parce qu'on va dire que les Allemands sont formidables et qu'on est nuls. Voilà, c'est difficile de faire des généralités, parce qu'il y a aussi des PME françaises qui exportent très bien, qui ont su construire. Dites-moi, s'il vous plaît, en quoi les Français ont des atouts, parce qu'on dit par exemple que ce sont les meilleurs ouvriers du monde. Il y a sur la productivité, on dit que la productivité est la meilleure en France. Je voudrais revenir aussi sur le coût du travail, parce que dans les statistiques américaines du National Labor Statistics, il est indiqué que le coût du travail en France n'est pas plus élevé qu'en Allemagne, etc. Je peux répondre à monsieur le sénateur, je vais y répondre maintenant. Et il n'est pas sérieux de dire que le coût du travail est le même en Allemagne et en France. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Attendez, laissez-moi vous parler 2 secondes. Premièrement, au cours des 10 dernières années, la France, qui avait un avantage coût salarial par rapport à l'Allemagne, l'a perdu. Donc, quand vous raisonnez en trajectoire, vous voulez dire que même si on est équivalent aujourd'hui, on en a beaucoup perdu. Même si on est équivalent aujourd'hui en coût manufacturier, on a perdu sur 10 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a 10 ans, on pouvait rivaliser sur le même produit avec l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne peut plus rivaliser parce qu'on a perdu cet avantage. Les autres atouts que nous n'avons pas. Deuxièmement, quand vous regardez... Je suis mal avec ma question sur les atouts des Français. Deuxièmement, quand vous regardez dans la comparaison, dans les coûts industriels, il n'y a pas que des coûts manufacturiers. Il y a également des coûts de service. Or, vous remarquez qu'en Allemagne, les coûts de service sont plus bas qu'en France. Troisièmement, quand vous intégrez la partie délocalisée dans les pays d'Europe centrale et orientale, ça intervient également. Donc au total, quand vous raisonnez en coût complet, la compétitivité de la France s'est fortement dégradée. Tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, quand vous regardez maintenant sur les autres coûts, et que vous voyez les coûts non salariaux, quand vous regardez les prélèvements fiscaux et sociaux, etc., vous constatez là aussi qu'il y a eu une surcharge qui a été imposée. D'ailleurs, il n'y a pas de miracle. Comment expliquer sinon que l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire la marge, soit si faible et se soit dégradé au cours des 10 dernières années? Tout simplement parce que l'Allemagne s'est mise sur des segments de haut de gamme. Quand vous achetez, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple parce que je suis dans un pays de l'automobile. Je suis dans un pays de l'automobile. Lorsqu'on vend une Peugeot, une Renault, et qu'on achète une Audi, vous achetez parfois une voiture qui coûte 40% plus cher. Et la personne veut quand même cette Audi-là, quel que soit son prix, parce que c'est un marketing qui s'est mis en place depuis 10 ans. Oui, sur la qualité. Mais surtout, la valeur ajoutée par véhicule est très importante. Et deuxième chose, on oublie complètement une chose, c'est que à l'export, les Allemands ont fait beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire, les PME, les TPE, avec leurs grands groupes, chassent en meute à l'export. Et sur ces questions-là, il faudra que nous progressions. Et que politique publique et politique d'entreprise soient intimement liées pour qu'on arrive à produire pour le territoire national, mais qu'on arrive aussi à produire à l'exportation. Je reviens à ma question, parce que je n'ai pas envie qu'on se mette une balle dans la tête en direct dans cette émission. Quels sont les atouts de l'industrie française? Il doit bien y en avoir aujourd'hui. On n'est pas tous en train... Enfin, je veux dire, notre industrie n'est pas juste en train de couler avec que des gens qui ne savent pas s'y prendre. Mais l'atout, c'est qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de capacités intellectuelles à développer des projets et des concepts. Si on arrivait à utiliser cette capacité-là, qui existe, qui est réelle, et à la rapprocher un tout petit peu du terrain réel, simplement, et à lui apprendre à identifier les demandes, à se faire plus concrète, plus appliquée, recherche plus appliquée, à ce moment-là, on aurait réussi à optimiser un de ces atouts qu'on a, mais qui dort pour l'instant parce qu'on reste trop abstrait, on reste trop dans la recherche fondamentale pour certaines choses. Est-ce que dans ce domaine, le crédit impôt, par exemple, le crédit d'impôt recherche... Les Allemands en rêvent. Est intéressant? Est-ce qu'il est bien appliqué? Quels sont ses... Non, juste, je pense que... Point fort, point faible, on va dire. Oui, voilà. Attendez, avant de parler du crédit impôt recherche, je pense que il y a des secteurs dans lesquels les entreprises françaises ont des marchés extérieurs importants, que ce soit par exemple sur la gestion des eaux dans les grandes villes, à l'étranger. Donc là, c'est des grands groupes qui sont réputés, c'est un savoir-faire qui est reconnu, qui est installé historiquement aussi depuis très longtemps et qui permet là j'allais dire Général des Eaux, à Vivendi de s'installer et d'avoir des marchés vraiment importants. C'est Veolia. Donc Veolia, pardon. Ça a encore Justement, changé. ça a encore changé. Mais voilà, donc
ça permet, historiquement, il y a des marchés, le luxe par exemple, c'est le bon exemple classique qui est toujours mis en avant. L'industrie du luxe, et par la marque, est reconnue et installée, etc. Il y a aussi énormément de choses qui sont faites dans des secteurs de niche, dans le domaine du solaire, dans le domaine du logiciel, dans le domaine... Voilà, il y a des secteurs dans lesquels il se passe des choses. On respire à nouveau. Mais le problème, c'est que la difficulté, effectivement, ce sont pour les petites entreprises innovantes de ne pas être captées par le système de héritage des grands programmes dont on a parlé, c'est de ne pas tomber dans l'escarcelle, si j'ose dire, soit le rachat, soit de devenir, parce que c'est quand même plus facile d'avoir un donneur d'ordre qui vous garantit un chiffre d'affaires tous les ans, jusqu'à ce qu'il se casse la figure d'ailleurs, ou qu'il change de politique. Voilà, donc c'est quand même plus facile que d'aller chercher des marchés en Chine ou je sais pas où. Mais voilà, donc on est plutôt dans des secteurs qui sont à la marge des grands secteurs français, justement parce que c'est là où il n'y a pas d'acteurs géants qui vous bouffent ou qui deviennent. Mais alors moi je voudrais savoir si on les aide à la bonne hauteur. Quant au crédit d'impôt recherche, le problème c'est qu'il est capté par les grands groupes. La même technostructure que celle qui a capté l'argent des grands programmes. Donc c'est pas du tout adapté aux PME qui aimeraient se développer. Dire pas du tout. Il y a des PME qui en bénéficient aussi. Oui, mais pas la majorité, en tout cas. Voilà, l'essentiel, une grande partie de ce crédit d'impôt recherche va dans la poche des entreprises qui sont celles qui ont déjà qui pourraient financer leur recherche. On est bien d'accord. C'est une bonne loi. C'est une bonne intuition. Mal appliquée. Absolument. Il faut faire en sorte que l'ensemble du tissu économique bénéficie de ce crédit impôt recherche. Il est complètement inspiré par les banques, y compris les grands groupes. Il faut faire en sorte que les PME qui ont besoin à la fois de financement, l'accès au financement, mais aussi... voyez, vous posez une question vraiment directe. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, franchement, s'il n'y a pas d'espoir dans un grand pays industriel comme la France, ça serait à désespérer. Lorsqu'on va en Allemagne, ils nous disent la France est un grand pays industriel. Peut-être qu'il faut qu'elle s'y prenne autrement. Voilà. Et s'y prendre autrement, c'est enfin penser, non seulement au groupe du CAC 40, mais c'est enfin retrouver un tissu industriel avec des PME. Des filières. Voilà, c'est ça. Des filières. Alors, il y a autre chose dont on parle, c'est les... décrète pas. Non, ça se décrète pas, mais justement, il y a autre chose dont on parle en ce moment. C'est pour ça que je plaide pour une nouvelle étape de la décentralisation. Je pense que les régions... Alors, est-ce que les pôles de compétitivité, c'est bien, par exemple? Inégal. Parfois, c'est très bien. Parfois, ça reste encore théorique. Madame avait raison. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Ah, vous êtes carrément un peu plus radical. Lorsqu'on a lancé l'idée des pôles de compétitivité, on était parti de l'idée qu'il fallait développer en France des écosystèmes territorialisés dans lequel on allait atteindre la masse critique en mettant ensemble des entreprises, des instituts de recherche, des universités autour d'un objet avec la coopération du milieu environnant. Et quand on a lancé l'appel d'offres, on pensait qu'on allait retenir 5 à 8 pôles de compétitivité. À l'arrivée, on en a pris 71. Et bien entendu, l'enveloppe de 500 millions d'euros, elle n'a pas bougé. Quand vous regardez ce que sont les pôles de compétitivité, les grands clusters, la taille critique, c'est 4 à 5 milliards. Si vous voulez, c'est 10 fois plus que ce qu'on a mis pour les 71. Donc, si vous voulez, c'est simplement pas sérieux. Ça s'est éparpillé façon puzzle. Alors, comme on a voulu faire plaisir à tout le monde, on a fait un pôle de compétitivité de la fleur coupée, un pôle de compétitivité des nanotechnologies, etc. Un pôle de compétitivité pour les gens de Peugeot, qui n'est pas le même que les gens de Renault, parce qu'il y avait des conflits entre les deux, et qu'il fallait surtout pas qu'ils puissent entrer en conflit. Donc voilà. Si vous voulez, le problème, la France est le pays des politiques industrielles. C'est le pays qui a inventé à jet continu des politiques industrielles. Et c'est aujourd'hui le pays qui se désindustrialise le plus. Et qui les applique très mal, en fait. Donc il faut se poser la question. C'est simple. Isabelle Bourgeois. Malheureusement, le remède est un peu moins facile, peut-être. C'est tout simplement qu'on décide du niveau central vers le haut, du haut vers le bas pour l'ensemble du pays. C'est du top-down. Or, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'économie. L'économie... Top-down, du haut en bas. Du haut en bas. L'économie fonctionne autrement. Ce sont des acteurs de terrain qui ont besoin de se mettre ensemble eux-mêmes. Pas qu'on leur dise de travailler sur la fleur coupée, par exemple, ou les nanotechnologies. C'est eux qui savent mieux que Paris, qui sont les acteurs, et puis les mariages arrangés ne fonctionnent pas. C'est ça le problème des pôles de compétitivité français. C'est la logique du haut vers le bas. J'en reviens à la question sur les énarques, alors, il y a un problème. Et les mariages arrangés. C'est à la fois une question d'énarques, excusez-moi, c'est autre chose que cela.
c'est une question de culture industrielle. Tout à fait. Je ne pense pas qu'on puisse mener une politique industrielle sans culture industrielle. On l'avait perdue, je vous assure. L'idéologie de remplacement, c'était l'idéologie post-industrielle. Et je vous assure que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, quand l'Allemagne a connu ses développements comme les nôtres, elle ne s'est pas posé un seul moment s'il fallait qu'elle garde ou pas sa machine-outil. Ouais. Ils l'ont gardée. Et aujourd'hui, quand vous regardez les machines-outils entre les Japonais et les Allemands, vous ne voyez que ça. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà une volonté, une culture, et ensuite mettre en place des politiques publiques auprès des entreprises pour qu'après, ensuite, elles seules. Alors, il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Je vais vous demander de répondre à chacun d'entre vous à cette question. Qui est importante pour les téléspectateurs qui nous regardent, parce que c'est assez désespérant depuis le début du débat. Du coup, c'est est-ce qu'il y a encore, et là j'attends de chacun d'entre vous une réponse, un espoir pour que le pays se relève et se réindustrialise, ou alors est-ce qu'on a laissé passer tellement de marche qu'on va avoir du mal à s'en relever? Eli Cohen. Je crois que si on ne prend pas conscience très rapidement, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, du fait que l'industrie française a un triple problème. Un problème macroéconomique de compétitivité coût, contrairement à tout ce qu'on dit. Deuxièmement, un problème organisationnel, c'est-à-dire le fait qu'on a une administration qui est perçue comme non seulement ne supportant pas les entreprises, mais leur créant des problèmes. Et troisièmement, si on n'est pas capable de mettre le paquet dans un certain nombre de domaines pour lesquels on a encore des atouts et qu'on peut faire développer et prospérer dans les années qui viennent, si on ne fait pas ces 3 choses assez rapidement dans les 5 années qui viennent, à ce moment-là, je crois que le déclin de l'industrie française sera irrémédiable. Isabelle Bourgeois. Moi, je suis peut-être plus optimiste en un sens, c'est que l'espoir vient de ce que nous sommes en train de prendre conscience, qu'il y a un gros problème. Et cette prise de conscience-là, c'est la base qu'il faut pour chercher, c'est le diagnostic avant thérapie. Et ce diagnostic n'est pas encore assez poussé. Elle va être sévère, la thérapie, il n'y en a pas une seule. Elle est multiple. Il faut déjà accepter que c'est aux acteurs eux-mêmes, aux acteurs économiques, donc aux entreprises elles-mêmes, de faire le travail. La première chose. Mais pour ça, il faut qu'elles aient des conditions. Pour ça, il faut qu'elles aient, par exemple, des routes. C'est là que je voudrais rejoindre ce que vous disiez. Quand on parle de logique territoriale, les entreprises, souvent industrielles, ne peuvent pas travailler en France parce qu'elles n'ont pas de route ou pas de chemin de fer pour transporter leurs biens. Ça, c'est important. Et puis, enfin, dernière chose, nous sommes tout doucement en train d'en prendre conscience, c'est que les qualifications ne sont plus au niveau. Les qualifications, par l'apprentissage notamment, et l'apprentissage en entreprise, sont peut-être la base même, parce qu'on a un gros problème double, au niveau du type de qualification qu'on a, trop d'ingénieurs, pas assez de techniciens, et surtout dans le fait que les jeunes Français ne savent plus ce que c'est qu'une entreprise. Donc là, il y a un effort pédagogique à faire sur le mode de fonctionnement de l'économie, tout simplement. Martial Bourquin. Alors, culture industrielle, volonté de développer une politique industrielle et avoir une vision de la compétitivité qui soit beaucoup plus globale. Moi, je veux bien qu'on aborde la question coût, mais j'aurais bien qu'on aborde les questions hors coût. La question de la formation, la question de l'innovation, la question des territoires, les politiques de transport. Il y a autant de choses, l'accès au crédit, la volonté de ne pas mettre à la remorque de notre politique industrielle uniquement au groupe de 440, mais faire en sorte que nous ayons une politique régionalisée. Je pense que la région est vraiment, avec les territoires, l'espace le plus approprié pour coller au territoire. Une politique, aujourd'hui, si on veut qu'elle soit efficiente, elle doit coller au territoire. Et l'État, en appuyant sur un bouton pour décréter une politique industrielle, ça ne marche pas. Antoine Reverchon, pour terminer. C'est difficile à dire ici, mais je crains que le saupoudrage soit un des produits de la décentralisation aussi. C'est qu'il y a tellement d'acteurs impliqués que forcément on a du mal à concentrer les efforts pour une politique industrielle. Et que le saupoudrage ne soit pas la solution. Voilà, mais je vais arriver aux solutions. Effectivement, je pense que, contrairement à ce que vous dites, il faut qu'il y ait une intervention et une vraie politique industrielle forte d'un État conscient sur un certain nombre de programmes de recherche, de développement, mais qu'ensuite il y a une irrigation de l'ensemble du tissu industriel et non pas une captation par un petit nombre de grandes entreprises. Mais au départ, il faut bien qu'il y ait, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une politique, des choix industriels et technologiques qui soient faits. Le problème, c'est de pouvoir faire ces choix en relation avec le terrain. La plupart des grands pays industriels ont eu à mener des politiques industrielles qui leur ont permis d'amorcer des virages technologiques importants et être bien placés dans le moment où il fallait. La recherche américaine, de l'armée américaine a produit la Silicon Valley, pour faire extrêmement rapide et caricatural. Voilà. Mais, et l'autre chose, quand même, c'est l'Europe. C'est-à-dire que
on cherchait des cas où ça marche. Ouais. Airbus, ma foi, arrive à vendre pas mal d'avions. Ouais. Dieu merci, parce que sinon la balance commerciale serait encore plus déficitaire qu'elle n'est. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des filières qui soient à l'échelle européenne, qui permettent d'avoir un partage du travail qui soit plus efficace, plus rentable, permettre de capter des marchés à l'étranger en bénéficiant de ce que font par exemple les Allemands. Laisser se créer. On va finir sur cette note d'espoir. Merci à vous tous vraiment d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, vous retrouverez Benoît Duquesne pour un nouveau numéro du Docu-Débat consacré cette fois aux produits chimiques qui se trouvent dans notre environnement et dans notre alimentation. Excellente fin de soirée sur Public Sénat. Merci. Bonsoir.